Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au Studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bonsoir, nous sommes mardi le 30 mai. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse? Je suis Gilbert Thibodeau. Nous sommes en direct actuellement sur Lux Media et un peu plus tard, quelques heures plus tard, l'émission est déposée sur YouTube. Ceux qui sont sur luxmedia.info, merci. Et si vous avez des questions, soyez bien à l'aise, je vais y répondre, bien que c'est une journée assez remplie. Il y a des sujets, et il y a plusieurs questions. Je vais y aller tout de suite pour ne pas faire en sorte que l'émission dure de plus d'une heure. Quelqu'un m'a posé la question, Gilbert, est-ce que la Bud Light aux États-Unis est populaire? De moins en moins. La caisse de 24 se vend 3,49 $. La température, j'ai trouvé bonne cette question-là, j'ai trouvé ça original. Est-ce qu'on est dans une canicule? Parce qu'on vit actuellement au Québec, spécialement à Montréal et le Grand Montréal, des températures depuis quelques jours élevées. Et déjà, dans les médias traditionnels, on parle de canicule. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait le changement. D'ailleurs, l'intro que vous avez vue, souvent, ce qu'on perçoit à l'écran n'est pas nécessairement ce qui arrive quand on regarde comme il faut. Et je pense que pour ce qui est des termes concernant les changements climatiques, c'est le sujet d'aujourd'hui. En passant, on va parler longuement du C40 Cities, ce qu'on appelle les villes 15 minutes. Pour en venir à la canicule, non, par définition, la canicule, il ne faut pas tellement se fier sur Wikipédia ou différents moteurs de recherche parce qu'ils changent. Je ne m'attendais pas à ça. Ils changent quelquefois la définition sur des termes ou des dossiers pointus, dont
changement climatique ou politique ou différents politiciens et ils font des modifications quelquefois dans les moteurs de recherche sur la définition. Une canicule, c'était 5 jours, si la mémoire est bonne, c'était 5 jours ou 3 jours consécutifs de 30 degrés Celsius ou plus et durant la nuit de 20 à 22 degrés Celsius. La température n'allait pas plus bas. Et ce qu'on voit actuellement, je répète, on est à la fin du mois de mai, c'est tout simplement une température qui arrive. C'est arrivé en passant en 1978, il a fait 31 degrés. Et la même chose qui s'est passé le 28 mai, il y a 2 jours, à peu près 30-31 degrés, la même chose. Mais sauf que durant la nuit, la température a baissé jusqu'à 7 ou 8 degrés. Le matin, je me lève vers 5 heures le matin. Il faisait à peu près 8 degrés à Montréal. Alors, on est loin, loin, loin d'une canicule. Je ne sais pas pourquoi on s'amuse à vouloir changer la définition qui était bien connue d'une canicule. C'est un nombre de jours très précis avec une nuit où la température ne baisse pas en bas de 20. Ce n'est pas le cas. Je répète, il y a beaucoup de changements qui se passent aujourd'hui dans des définitions et surtout dans des dossiers pointus. Je répète, le sujet d'aujourd'hui va être le C40 Cities, le fameux grands agendas, parce que plusieurs me reviennent sur cette question-là. Mais avant, j'ai 3 petits points, 2 rapides, 1, croyez-moi, je vais vous donner mon opinion. Félicitations à Mme Danielle Smith en Alberta, qui a gagné les élections provinciales en Alberta, 49 sous toute réserve. L'élection vient d'avoir lieu, il y a des comptages et évidemment, il va y avoir des recomptages. Sous toute réserve, là, je pense que c'est 49 députés, gouvernement majoritaire, ça en prend 44 en Alberta. 49, Danielle Smith, Parti conservateur uni, et Mme Rachel Notley du NPD, 38. Ce qui a fait que Rachel Notley a ramassé plusieurs candidats, on parle toujours. Comment ça se fait qu'il y a une division si grande avec les villes et les régions? En tout cas, j'ai de la difficulté à l'expliquer, sauf qu'il y a beaucoup d'immigration dans les grandes villes. Et c'est un secret pour personne. Donc, Rachel Notley est allée chercher plusieurs députés à Calgary et à Edmonton, qui sont les 2 grandes villes de l'Alberta. Pour le reste, je vais vous le résumer, c'est peinturé à bleu, 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 bleu à grandeur de l'Alberta. Danielle Smith a remporté 49 circonscriptions. Qui est Danielle Smith? Ça, je vais y aller vite. Danielle Smith, là, c'est hors du commun ce qu'elle vient de faire. Pour ceux qui suivent chacune des provinces, la politique provinciale, c'est vraiment intéressant. Danielle Smith, c'est vraiment quelque chose de hors du commun qu'elle a fait. Premièrement, elle n'était pas élue. Pour ceux qui veulent faire les vérifications, là, vous le ferez dans différents médias, là, ils vont en parler. Danielle Smith n'était pas élue. Elle a été élue chef remplaçante du chef en poste, qui était Parti conservateur, mais elle n'était pas élue lors de la campagne électorale interne du Parti conservateur. Donc, elle était chef du Parti conservateur sans être une élue à l'Assemblée nationale. Ce qui est arrivé par la suite, elle s'est fait élire, si ma mémoire est bonne, c'est dans Calgary, une des circonscriptions, là, quelque part dans Calgary, avec 54 %, et elle a pu siéger les 6 ou 7 derniers mois avant les élections qui viennent d'avoir lieu. C'est en 2022, l'élection partielle, et là, il vient d'avoir des élections générales. Elle vient de remporter en tant qu'élue et chef de parti, mais ce n'était pas le cas. Et avant d'être élue, Danielle Smith, elle, s'est prononcée sur plusieurs dossiers. Entre autres, je pense que le premier ministre du Canada, qui s'appelle Justin Trudeau, s'il y a une province qu'il va falloir qu'il fasse attention et respecter, c'est bien l'Alberta. Madame Smith a passé une loi et elle a été approuvée à l'Assemblée nationale que l'Alberta peut ne pas accepter toute loi que le gouvernement fédéral va passer
mais qui est contraire aux intérêts de l'Alberta. Évidemment que vous comprenez qu'elle s'était déjà exprimée sur 2 points. Celui qui est évident, et je pense que tout le monde sait, l'énergie canadienne, l'Alberta la possède quasiment quand on parle de pétrole. Et donc, tout ce que le gouvernement fédéral va essayer de passer comme loi pour empêcher le développement économique de l'Alberta, qui, grâce à son énergie, est une puissance connue et reconnue mondialement, elle a décidé de passer une loi qui dit qu'on n'écoutera pas le Canada si jamais ça va à l'encontre de notre province, qui est l'Alberta. La deuxième chose qui s'est exprimée, elle n'était pas élue à ce moment-là. Tout le monde se rappelle du dossier de la COVID. Et elle a clairement dit non, je ne respecterai pas ce que le Canada est en train de faire. Vous êtes en train de tuer la jeunesse, la population, le développement économique. Jamais je vais respecter ça. Et là, on parle du masque, du confinement. Elle s'est exprimée très, très clairement. Je répète, elle était chef du Parti conservateur, mais non élue à ce moment-là. C'est par la suite qu'elle a été élue, je le répète, pendant une certaine période, même pas 1 an avant qu'il y ait eu les élections qui viennent d'avoir lieu. Et tous les médias se sont essayés, là, je vous le dis, en ligne. Là, les médias traditionnels, surtout les subventionnés, là, Radio-Canada, côté anglophone, ont tout fait, vraiment tout fait, ont tout essayé pour la mettre dans un casier comme étant la pire personne sur la planète Terre. Là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais, en tout cas, je termine sur ce petit dossier-là. Madame Danielle Smith a gagné, majoritaire, et elle sera, contre toute attente des médias, et surtout les gens que moi j'appelle, je veux pas être malin, là, mais extrême gauche, là. Je pense que Mme Smith adore la province de l'Alberta, sa province. Tant mieux pour les citoyens de l'Alberta. J'aimerais bien ça que ça se passe également au Québec. Une autre élection. Fédération des femmes du Québec, c'est un autre dossier. Je vais y aller rapidement. Il vient d'avoir des élections. Fédération des femmes du Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. La présidente était un homme qui était devenu une femme qui était présidente de la Fédération des femmes du Québec. Bon, il vient d'avoir des élections, là. La nouvelle présidente, c'est Sylvie Saint-Amand, que je veux féliciter, présidente. Les 2 autres candidates, c'était Marie-Jacques Sanson et Félicité Ndangja. Malheureusement, félicitations aux candidates qui se sont présentées. Ça prend du courage et de la conviction pour être candidat lors d'une campagne électorale, même si c'est au niveau d'une fédération. Donc, félicitations, Sylvie Saint-Amand. Ce qui m'étonne, par contre, la Fédération des femmes du Québec, c'est Claire Casgrain. Casgrain, je pense qu'il est parti ça au début des années 60, là, et c'était clair, là, on veut des femmes qui ont plus d'égalité, plus de chances de se développer, pas nécessairement des ménagères. D'ailleurs, ils se sont battus. Hein? Le mot ménagère n'avait plus le droit d'être prononcé dans les années 60. Là. Les Fédérations des femmes du Québec se battaient pour vraiment la défense des femmes. J'ai fait le tour du site là, pour en donner un peu plus d'informations. Les bureaux, et c'est écrit sur le site, là, pour ceux qui veulent aller faire les vérifications, là, Fédération des femmes du Québec, la FFQ, c'est sur leur site. Ça m'a étonné. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se mêlent de ça, là, et je pense que c'est pas trop bien. Le bureau est situé à Montréal, sur la rue Jean-Talon-Ouest, et il est spécifié sur le site Internet que les bureaux de la Fédération des femmes du Québec sont situés sur un territoire autochtone non cédé. C'est à Montréal, sur la rue Jean-Talon, un petit peu à l'ouest de Saint-Laurent. Ça, je me pose la question, là, si vous voulez mon opinion, la Fédération des femmes du Québec, occupez-vous donc des femmes du Québec. C'est le titre. Bonne chance, Sylvie Saint-Amand, pour votre mandat. Je répète, sur le site, très clairement, il est indiqué que les bureaux sont situés sur un territoire non cédé, qui n'appartient pas à Montréal. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va vers un changement. Je répète, l'émission aujourd'hui va se consacrer sur, justement, un gros changement qui va arriver, la C40 Cities.
Mais avant, dernière intro. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le dossier du REM à Montréal. En fait, c'est le Grand Montréal. Le REM partirait de Brossard, s'en vient à Montréal, sur le nouveau pont Champlain, va aller dans le centre-ville, partait vers l'est de Montréal et du côté ouest, s'en allait vers, si je ne me trompe pas, Côte-de-Liesse, s'en allait jusqu'au l'aéroport de Dorval, qui d'ailleurs, je pense que la station n'est pas encore là. J'ai reçu le maire Edgar Rouleau, ici à l'émission, qui nous a dit que ça prendrait une belle sortie là, du REM, là, au moins quand tu arrives à l'aéroport de Dorval, tu as une belle sortie qui démontre une beauté à Montréal. C'est pas encore réglé, d'ailleurs, ce dossier-là coûte une fortune. On parlait de 3, 4, 5 milliards, ça va être quelque chose comme 8, 9. Et personne n'est satisfait. Je ne sais pas qui s'est occupé de ce dossier-là au niveau de la ARTM, la STM, EXO, qui est un train de banlieue. Là. On a bien de la difficulté ici à Montréal de créer un comité qui s'occupe de tout. Quand le comité ne va pas dans le sens où on veut, bien, on en crée un autre. Puis quand lui non plus ne va pas, au lieu d'en fermer un, non, on en crée un autre. Donc, on a un nombre incroyable. Fait qu'au lieu d'aller par en bas, je suis allé par en haut. Qui finance ça? Qui a financé le REM? Vous allez comprendre pourquoi je veux parler de Michael Sabia. Michael Sabia, qui, je pense que c'est une affaire quasiment dans la poche. C'est réglé. Il va être nommé à la tête de Hydro-Québec, président-directeur général de Hydro-Québec, qui est la vache à lait du Québec. Il y a quelques vaches à lait au Québec. Évidemment, la Caisse de dépôt et placement, là, ça dépasse 400 milliards de dollars. Ils peuvent investir à peu près. En fait, ça devrait être en premier dans les entreprises québécoises, afin de grossir le bas de laine des Québécois. Il y a également la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec, la SAQ. Aujourd'hui, on s'ajoute à ça la Société de la... Je ne sais pas comment ça s'appelle. SDAQ, Société des drogues du Québec. Là. SQDC. SQDC, bon, c'est une autre vache à lait. L'Auto-Québec. Pourquoi on a tout ça? Bien, ça a été pensé, puis je pense que ça a été bien pensé dans le temps par les anciens premiers ministres qui ne pensaient pas qu'à leur mandat. Ils pensaient à long terme, surtout quand on parle d'Hydro-Québec. Là, je suis obligé de parler de Robert Bourassa, qui était ce que j'appelle un homme politique de longue haleine, là, qui ne voyait pas que son mandat pour dire « je vais créer quelque chose pendant mon mandat, puis je vais être une vedette ». Non, c'est en fonction d'une nation. Et là, je parle d'un premier ministre libéral. La même chose, pour ne pas parler juste des libéraux, le Parti québécois a fait la même chose par l'entremise de René Lévesque, qui a mis en force la loi 101, qui a créé plusieurs choses pour donner une personnalité au Québec, pas juste pour son mandat de 4 ans, en fonction de la société, de la nation québécoise, pour avoir une fierté. C'était le but de ces grandes corporations-là, c'était le but de plusieurs premiers ministres de l'époque. Donc, je viens de nommer seulement 2. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce on a des premiers ministres qui vont en fonction d'un mandat puis de passer à l'histoire avec un seul mandat, sans réellement penser à la société, l'ensemble de la société, qui, d'ailleurs, le Québec, on est rendu 8 millions de personnes. Et pour en revenir à Michael Sabia, c'était lui qui était à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec. J'ai dit, je n'irai pas par en bas, je vais aller par en haut. C'est qui le comique qui a fait le projet du REM, puis qui a mis sur pied l'ensemble de ce dossier-là, puis qui a fouillé 4 milliards dans le bas de laine des Québécois, puis qui a dit, tiens, on va faire le REM. C'est Michael Sabia. Son vrai nom, c'est Michael John Sabia. Caisse de dépôt et placement du Québec, il faut que tu sois vraiment quelqu'un qui est en amour avec le Québec. Là. Il faut que tu l'aimes, le Québec. Michael Sabia, il est né le 11 septembre 1953 en Ontario, à Sainte-Catherine. Il a étudié en Ontario, diplômé de Ridley College à St. Catharines. Il a eu son baccalauréat ou sa maîtrise en Ontario. En fait, il a vécu pas mal toute sa vie à l'Université d'Ontario, de Toronto, et il a une maîtrise de l'Université Yale. En passant, il est marié avec Hilary Pearson.
Hilary Pearson, c'est la petite fille de l'ancien premier ministre du Canada, Lester Pearson. Je n'ai pas dit trop souvent le mot Québec dans tout ce que je viens de dire là. Ben, en tout cas, il a été nommé, je ne sais pas pourquoi, probablement que c'est un excellent financier, et il a été à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec et a fait un bordel, c'est pas compliqué, un bordel de l'histoire du REM, mal planifié, mal pensé, mal géré. En fait, ce gars-là, il n'y a rien de solide qui a été pensé dans la planification du REM à Montréal. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Michael John Sabia. C'est l'époque, ce n'est pas l'époque de François Legault, c'était l'époque d'un premier ministre précédent. On lui a sûrement demandé, il n'a pas fini son mandat, et il a quitté le Québec pour l'Ontario et devenir professeur dans une université en Ontario pour finalement recevoir un coup de téléphone de... Là, je ne peux pas le garantir. En passant, lui a été à différentes réunions, 2017-2018, pendant qu'il était ici au Québec, à plusieurs réunions du groupe Bilderberg. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça un peu. Je fais exprès pour glisser ça, pour que les gens comprennent bien. En 2020, il a été président du conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada. Ça, c'est un beau petit dossier parce qu'il y avait une bataille, ça devait être à Montréal ou à Toronto. C'est lui qui a été nommé. Donc, c'est pas dur à comprendre que la banque était située en Ontario. Pourquoi j'insiste et je répète ça? C'est parce que le premier ministre du Québec, François Legault, vient de dire que Michael Sabia, c'est un très bon Québécois. On va-tu finir par s'aimer au Québec? Êtes-vous en train de me dire que Michael John Sabia, c'est le seul gars capable de gérer quelque chose au Québec? Comment ça se fait qu'on est allé chercher ce gars-là qui ne pense qu'à lui ou qu'à sa personne le temps de son mandat? Il a dirigé la Caisse de dépôt et placement du Québec. Quand le bordel a pris avec le REM et les décisions qui ont été prises, 4 milliards, c'est rendu 6 milliards, ça va se rendre à 9 milliards, peut-être 10 milliards. L'Est de Montréal, là, le REM, les plans initiaux étaient au-dessus de la ligne verte du métro de Montréal, de la STM. Deux compétiteurs, quand on sait très bien que la STM est en déficit. Faut-tu être raisin, imbécile, cave? Tout ça pour dire que Michael John Sabia a quitté quand il a vu que le dossier était trop chaud. Il est parti en Ontario et il vient de recevoir un téléphone du premier ministre du Québec. En fait, il y a deux premiers ministres du Québec, François Legault et Pierre Fitzgibbon. Et là, lui ont demandé, ça te tente-tu de devenir président-directeur général d'Hydro-Québec? Il est en Ontario. Il va revenir au Québec. Puis le premier ministre dit que c'est un excellent Québécois. C'est pas le dossier d'aujourd'hui. Je voulais juste dire qu'on va-tu finir par s'aimer au Québec? Je trouve qu'elle a gagné, puis elle méritait de gagner Danielle Smith en Alberta en passant. Bon! Dossier d'aujourd'hui, ça me fait plaisir. Toujours de bonne humeur. Vous le savez, j'adore être de bonne humeur, avoir quelque chose d'intéressant. Plusieurs personnes parlent de ce dossier-là. Évidemment, Valérie Plante en parle énormément. La raison est simple. Elle est sur un comité, je vais en parler un petit peu plus tard, là. Elle est à l'intérieur d'un des comités directeurs de ce qu'on appelle la C40 Cities. Il y en a plusieurs ici qui vont dire les fameuses villes 15 minutes. Il faut savoir, avant d'aller plus loin, en fait, le but de C40 Cities, c'est après avoir fait une étude profonde de l'agenda mondialiste
ne sais pas s'il y en a qui connaissent Karl Schwab au sommet de Davos. C'est créé quasiment de toutes pièces, cette idée-là, mais il ne s'en cache pas. Encore une fois, ceux qui aiment l'émission ou ceux qui aiment les propos tenus à Lux Media, pendant que vous y êtes, ça passe ou ça casse, ça ne coûte rien. Vous pouvez mettre le pouce en l'air si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez commenter dans le bas sur YouTube et c'est un plaisir pour moi de lire. Et s'il y a des questions intéressantes, évidemment que j'en fais un sujet lors d'une émission qui va avoir lieu plus tard. Si vous êtes sur luxmedia.info, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Le but du ce qu'ils appellent le C40 Cities, en passant, c'est 96 villes. C'est un groupe de 96 villes qui ont pour but le terme, encore une fois, je suis allé les chercher sur le site Internet pour ne pas qu'on dise que, ils inventent quelque chose ou c'est pas vrai. Non, les termes que j'utilise sont carrément sur le site. Ils ne s'en cachent pas, c'est clair. Le but, c'est il y a actuellement un changement transformationnel dans les zones urbaines et il est nécessaire de lutter contre le changement climatique. Bon, c'est grosso modo, c'est le terme quasi exact, pour ne pas dire mot à mot, sur la page du C40 Cities. Il y a eu plusieurs rencontres déjà, mais tiens, tant qu'à faire, je vais vous l'expliquer tout de suite, mon opinion, en vous décrivant qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Ça a été créé, ça, je pense que tout le monde connaît le mot pandémie aujourd'hui. Ça fait déjà ça a duré 2 ans, presque 3 ans, là, la pandémie. Et là, c'était quasiment planétaire. Le confinement, le masque, le vaccin obligatoire, nommez-les, là, je pense que je ne reviendrai pas sur ce dossier-là. Tout le monde comprend, tout le monde connaît ce dossier-là. Le C40 Cities est créé en fonction exactement ça. Si jamais il arrivait quelque chose, comme par exemple un problème de maladie infectieuse à travers le monde, il faut y penser. Ce n'est pas ce qui est écrit sur le site Internet de la C40 Cities. C'est ce qui est écrit sur le site de PAPA, le Forum économique mondial, qui fait référence quelquefois aux villes de 15 minutes. Et je répète souvent, et c'est un plaisir de dire que lorsqu'on veut aller sur la stratosphère, dites-vous qu'il y en a des tentacules. Alors, il faut faire le lien avec chacun de ces dossiers-là. Celui des villes, on prétend que c'est pour, je le répète, qu'il y aura un changement transformationnel dans les zones urbaines qui deviendra nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Pas tout à fait la raison de base, mais c'est ce qui est écrit. Qui, au lieu de parler avec l'ensemble des points à court terme, moyen terme et long terme prévus dans ce projet-là, je suis monté en haut pour aller voir qui sont les bailleurs de fonds qui font partie également du Forum économique et qui sont les grands bailleurs de fonds du C40 Cities. Il y a 3 grands bailleurs de fonds stratégiquement là, dans ce C40 Cities. Je vais dire à partir de maintenant, là, les villes 15 minutes. Il y a, évidemment, c'est des fondations. Il y a la Bloomberg, il y en a, ça va sonner des cloches, hein? La Bloomberg Philanthropic Foundation, qui est un gros bailleur de fonds. La Children's Investment Fund
Foundation. Et, sans le nommer, j'ai juste à dire quelques fondations de George Soros. Il y en a même qui... là, je peux vous en donner. Là, il y a Johnson & Johnson, une pharmaceutique, qui est un bailleur de fonds. La Open Society, c'est une et la grande société de George Soros. Mais la Open Society n'est qu'une de ces sociétés. Donc, il est impliqué énormément dans ça. La Climate Works Foundation, la Global Environment Facility, la Robert Wood Johnson Foundation, il y en a des fondations, la Rockefeller Foundation, nommez-les, la Wellcome Trust Foundation, ça là, c'est financer la C40 par une panoplie de fondations qui, eux, reçoivent leur argent par quelques multimilliardaires sur la planète. Et évidemment, j'ai nommé George Soros, Bill Gates, je pourrais vous en nommer, là, plusieurs fondations créées par des gens qui ont un besoin incroyable d'avoir le contrôle sur la société. C'est une coïncidence, hein? Je ne sais pas si c'est une coïncidence, je ne sais pas... Quand il y a plusieurs événements qui arrivent, à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est une coïncidence. Je pense que c'est quelque chose qui est voulu. C'est un contrôle demandé. C'est le plaisir de prendre le contrôle. Je répète, il y a 96 villes qui participent du projet Ville 15 minutes. Le but, selon le site, c'est de lutter contre la crise climatique et la conduite d'actions urbaines de façon à ce qu'elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre et les risques climatiques, tout en améliorant la santé des citoyens. Le maire de Londres, Sadiq, son prénom c'est Sadiq Khan, le maire de Londres a siégé avec... c'est lui qui est le président de la C40. Avant lui, c'était l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui a créé une fondation. Ben oui, toi. Ben oui. Là, Michael Bloomberg, pour être certain de conserver le contrôle, ben là, il a laissé la présidence à Sadiq Khan, tandis que lui, il a monté au poste de président du conseil d'administration de C40 Cities. C'est sérieux, là. C'est un gros comité, là, grosse affaire mondiale, là. Et il y a un comité directeur de 13 villes. Et là, je comprenais pourquoi les gens de Montréal, spécifiquement, me demandaient, Gilbert, peux-tu parler des villes de 15 minutes? Et j'ai compris en lisant qui est sur le comité directeur de 13 villes, 13 membres. Alors, je vais y aller rapidement. Les villes sont Londres, Freetown, Barcelone, Phoenix, Dhaka Nord, Tokyo, Buenos Aires, Bogota, Abidjan, Milan, Hong Kong et Montréal. Sont les villes qui sont sur le conseil et se réunissent quelquefois. D'ailleurs, il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, je pense, au Maroc, où il n'y a pas si longtemps, la mairesse de Montréal y est allée pour expliquer que, oui, on travaille très, 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 très fort à Montréal, on plante des arbres dans la ville et on va peut-être en faire une forêt. Je ne le sais pas, là. Je fais des blagues. Mais c'est vraiment quelque chose qui est sérieux. Là, je mettais le jeu de cartes. Je plaçais juste le jeu de cartes, là, sur le site. Qu'est-ce qui est écrit? La déclaration de la mairesse de Montréal concernant ce dossier-là, je termine avec ça avant d'arriver avec la vision de ceux qui mettent en place la ville de 15 minutes. La mairesse a déclaré « Les gouvernements locaux, les villes, ont un rôle crucial à jouer dans l'adaptation des territoires et des systèmes économiques au changement climatique et dans la protection de la biodiversité. » Cela implique des changements majeurs dans la logistique des transports, des espaces publics, l'aménagement des quartiers et la place dans la nature
dans nos villes tout en favorisant la santé et le bien-être des hommes. En décembre, dernièrement, à la COP 15, une entente historique a été signée à Montréal pour inverser le déclin mondial de la biodiversité. Oui, Valérie Plante était là, effectivement. Tenez-vous bien, un accord qui porte encore ses fruits puisqu'il y a eu un traité mondial pour protéger la vie marine en haute mer. Des fois, je me demande si Valérie Plante est consciente de ce qu'elle dit. Là, je parlais des villes 15 minutes, là. Mais je voulais absolument donner tout ce qui s'est dit de la part de Montréal et de la représentante de Montréal qui parle souvent au nom des Montréalais. Maintenant, je le sais que c'est ça que les gens veulent savoir. Et j'ai lu, j'ai vérifié, je me suis pas trompé, tous les sites. Croyez-moi que c'est long. Voici les 3 points à court terme, les 4 points à moyen terme et les 4 points à long terme. La vision. La vision de l'agenda mondialiste qui inclut le C40, ce qu'on appelle les villes 15 minutes. Le but d'une ville 15 minutes, à la base, il faudrait que tout le monde comprenne qu'on est tous d'accord avec ça. Et personne ne va être capable de le nier. Quand on fait l'achat d'une propriété ou quand on devient locataire, qu'on décide d'aimer une ville, on s'installe le plus possible près des services dont on a besoin. Et j'irais même plus loin, quand on a la chance, on a déjà notre travail, bien, on essaye de trouver un endroit où ça ne nous compliquera pas la vie d'aller à notre travail et de revenir chez soi. C'est normal. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « je vais m'établir dans une ville si je suis capable de m'installer pas loin de l'hôpital, à côté du centre d'achat, pas loin de... » Vous comprenez le principe. Puis je pense que tout le monde, je pense que c'est tout à fait normal. On essaie de profiter de la vie au maximum à l'extérieur de nos heures de travail. Donc, on s'établit. Pour le moment, la ville 15 minutes prend tout son sens. On aimerait bien ça. Je pense que c'est dans les rêves de plusieurs, là. Mais on aimerait bien ça, quand on dit ville 15 minutes, tout le monde comprend le principe, là, que c'est moins d'1 heure. Oui, pour la plupart des gens. Non, pour la C40 Cities. Quand ils disent 15 minutes, c'est 15 minutes. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là qu'on commence à se poser la question, ben oui, OK, on comprend, là. Mais à un moment donné, et j'en veux pas, moi, à un développement qui se fait, par exemple, au Québec, dans la grande région de Montréal, il y a à Brossard, ce qu'on appelle le marché, le 10-30, si je ne me trompe pas, près de 2 autoroutes. C'est drôle? Près de 2 autoroutes, ça ne favorise pas l'automobile, ça, à peu près? Mais en tout cas, peu importe. Le principe est clair, tout se trouve au même endroit. Tu vas là, tu fais toutes tes emplettes, ton magasinage, tu peux même manger, tu peux même rester pas trop loin Il y a un développement avec de l'immobilier résidentiel. Et à date, tout va bien. Je pense que tout va bien. Même que j'ai déjà parlé d'un dossier, s'il y en a qui s'intéressent, je répète, vous pouvez écrire des commentaires, ça me fait plaisir de les lire, puis souvent j'en retiens et je fais des émissions là-dessus. Mais il y a un autre développement qui est en train de se faire à Montréal, en fait, à Montréal, dans une des villes défusionnées sur l'île de Montréal. Il faut se rappeler que Montréal, c'est pas l'île de Montréal, il y a 16 villes, il y en a 15 qui n'aiment pas Montréal, ils ont défusionné de Montréal. Ville-Mont-Royal va avoir un gros développement d'à peu près 3000 quelques logements. En plus, ça va ressembler au 10-30. C'est Carbon-Léo, la firme Carbon-Léo qui est en train de faire le projet. Ça a lieu actuellement. Il va y avoir également ça. Et quand on a compris qu'ils sont en train de parler d'une ville de 15 minutes, on se pose la question, coudonc, c'est-tu en fonction de ça, le projet? Qui a lieu à Ville-Montréal, à Montréal, en partie à Montréal, à Ville-Montréal. Je ne pense pas. Encore là, moi, je dis non.
pense que les citoyens, la population, les familles vont s'établir souvent. Est-ce que l'école n'est pas loin? On va louer là. Ou on va acheter notre propriété pas loin de l'école. Puis l'autobus est juste à côté pour se rendre au cégep. Donc, on est correct pour 10, 15 ans avec les enfants. Mais je pense que tout le monde fait son calcul quasiment comme... Je dis tout le monde. Peut-être pas, mais la grande majorité fait leur calcul en fonction du déplacement, qui fait partie beaucoup de notre vie. Maintenant, qu'est-ce qui est placé en arrière du fameux C40, ville de 15 minutes? Quand on sait que ça provient d'un agenda mondialiste. On ne s'en cache pas, il ne s'en cache pas. Le sommet de Davos ne s'en cache pas. Ils veulent un gouvernement, un seul, c'est la planète Terre, puis on dirige tout le monde. Et le 15 minutes, les villes de 15 minutes, ça a été créé en fonction de la pandémie, quand le Forum économique mondial a réalisé... Bien, les gens sont dociles. Les gens ont accepté pas mal. Je n'essaie pas d'évaluer le vrai ou le faux de toute cette histoire-là. Là. Je veux juste dire qu'ils ont réalisé, quand je dis « ils ont », il faudrait que vous compreniez qu'il y a 1200 jets qui se rendent à Davos. Ce n'est pas les plus pauvres de la planète. Ils se rendent compte et ils décident pas mal de ce qui se passe sur la planète. Il faut le comprendre, ça. Il faut à un moment donné l'accepter. Tout ça pour dire que ils ont réalisé, les gens ont réalisé que on est docile, là, on accepte pas mal tout. Je dis toujours, comme un poisson rouge. T'as juste à faire rentrer quelque chose, ça va rentrer, moi, je vais manger ça, c'est pareil. Donc, on peut dire aux gens, restez chez vous. Et de plus, en leur disant, restez chez vous, les gens commencent à dire, bien, je vais travailler de chez nous. Puis pour les impliquer, puis les favoriser qui travaillent de chez eux, sans trop être choqués de ne plus rencontrer de gens, de ne plus sortir, bien, le gouvernement fédéral canadien en a profité, parce que là, n'oubliez pas que c'est mondial. Donc, tout le monde recevait 2000 $ par mois, ceux qui n'avaient pas de travail. Donc, les gens sont dociles, on leur donne un peu d'argent, on leur explique que c'est une pandémie, on leur dit, faites-vous vacciner une fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis les gens le font, puis tout va bien. Je ne veux pas rentrer sur ce dossier-là parce que, disons qu'il y a une partie de la population qui s'est fait appeler, là, ils ont tous eu les titres là, de complotistes jusqu'à édentés. Là. Il y a un groupe, pas beaucoup de monde, pas beaucoup. C'est ce qu'ils disent, pas beaucoup. Le premier ministre du Canada disait une petite poignée de perdus, là, de racistes, de misogynes. Nommez-les, tous les noms, je ne veux pas les répéter, c'était hallucinant, là, tous les défauts de ceux qui ont dit peut-être que j'ai le droit de poser des questions. Là, on découvre que c'est quasiment 20 % de la population, peut-être 25 %. Et dans ce 20-25 % il faut que tu rajoutes un 10-15 % qui le faisait, c'est-à-dire de suivre la norme et d'être très docile, mais qui se posait des questions. Moi, je l'appelle la majorité silencieuse capable de penser. Et ça, c'est un autre 15 % qui le faisait puis qui se posait des questions. Je fais ça la bonne affaire, moi, là. Mais il le faisait. Fait qu'on arrive avec un chiffre qui dépasse 30 %, quasiment 35 %. Moi, c'est drôle, j'ai comme l'impression qu'on s'en allait avec 40 % de la population qui disait « Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? » C'est vrai qu'il y en a 20-25 % qui étaient plus bruyants, mais moi, je dis qu'il y en avait... J'ose pas dire 50 %, par politesse, là, pour garder... Personne saute sur la table, là. Donc, il y en avait plusieurs qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait, mais qui étaient dociles. Ils se sont rappelés de ça. Quand je dis « ils », je parle du créateur des villes de 15 minutes et du Forum économique mondial, qui ont mis sur pied les raisons. C'est là que je me pose les questions et que c'est intéressant. C'est quoi le but de répéter constamment, on va créer des villes
de 15 minutes, en fait, des services autour des gens de façon à ce qu'il n'y ait pas à se déplacer plus que 15 minutes et avoir tous les services. Tous les services. Ce que j'ai nommé tout à l'heure, là, hôpital, école, pharmacie, tout. Là, rajouter supermarché, le dépanneur, la bouche de métro. Sinon, le transport en commun, le plus possible qu'il y en ait partout, pour que tout le monde ait accès rapidement à aller quelque part et d'être de retour. Tout se fait en 15 minutes de la résidence. Là, on me dit, en lisant, que c'est relié au changement climatique. Bon. OK, si c'est relié au changement climatique, c'est pas la même chose, là. Ville de 15 minutes, changement climatique, un instant. Je ne sais pas, je ne veux pas parler pour Londres, là, puis comment est-ce qu'il s'appelle, là, le Sadiq Khan, lui, à Londres, je ne sais pas là, si leur service de métro et de transport en commun est adéquat et capable de servir tout le monde. Ce n'est pas le cas à Montréal, bien que la mairesse de Montréal est dans ce comité-là. Elle travaille très fort sur ce fameux 15 minutes. En tout cas, elle l'explique. Mais je pense pas que Montréal en est non seulement après, mais les services, on n'est pas là, mais pas du tout. Mais j'ai de la misère à comprendre quand même pourquoi vous me parlez de changement climatique. C'est pour éviter le changement climatique. Mais voyons. Là, c'est quoi, là? Est-ce que c'est un... Parce que, n'oubliez pas, eux autres, c'est en fonction de 2030. On est en 2023, dans 7 ans. On vient de bâtir 4 stations de métro à Montréal, ça a pris 32 ans. Donc, il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part là, qui. En passant, je parle des lignes, la ligne bleue du métro de Montréal. Il y a quelqu'un quelque part qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, qui ment ou qui rit des gens, là. On pousse à l'extrême l'automobile électrique pour remplacer l'automobile à essence, énergie fossile. Jusqu'à preuve du contraire, là, qu'elle soit électrique, qu'elle soit pas électrique, on parle encore d'automobile. Là, à un moment donné, il va falloir qu'on évalue, quand quelqu'un nous parle, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Quand ils mettent dans la même phrase, on va éliminer les automobiles qui utilisent de l'essence. Et on va favoriser les automobiles électriques. OK? OK? Il y a quelqu'un qui va dire la vérité. Où est-ce qu'on prend le cobalt? Où est-ce qu'on prend à peu près tous les produits, les terres rares nécessaires à bâtir des automobiles électriques? C'est pas parce qu'on ne voit pas le problème qui n'existe pas. On profite d'un autre continent ou de d'autres pays moins riches parce qu'on veut être à l'aise en disant « ville de 15 minutes, il n'y aura que des autos électriques. En plus, on va essayer d'en éliminer. Il n'y aura plus de fossiles et tout va être près de chez vous. » Faut-tu être égoïste, menteur, mondialiste ou tout simplement vouloir le contrôle total? Voici ce qui est clairement indiqué sur le site respectif d'à peu près tous ces mondialistes. Donc, C40 Cities, Forum économique, ce qu'ils appellent le WEF, là, le World Economic Forum. À court terme, pourquoi on crée ces villes-là? Tout simplement parce qu'on a peur qu'ils se créent encore quelque part, je ne sais pas où, probablement en Afrique, dans la savane, je ne sais pas, à Kinshasa. Une autre maladie infectieuse qui va être planétaire. Il faut que les gens s'habituent à être près de chez eux parce que ça peut arriver comme ça. À preuve, le président de la santé du monde, lui, il décide sur un claquement de doigts. On est en pandémie. Pouf! En dedans de 4 heures, tous les pays du monde sont obligés d'écouter. Je répète, je parle des villes 15 minutes et la raison. C'est clair. Pourquoi il faut faire ça?
À court terme, 3 points. Maladie infectieuse qui peut arriver n'importe quand. Deuxième point. À court terme, il pourrait y avoir une crise du moyen de subsistance des citoyens. C'est-à-dire que vous partez, vous êtes rendu loin de chez vous et vous avez faim. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez compris. J'ai compris également. Crise du moyen de subsistance. Les gens ne peuvent plus aller loin de chez eux. On va s'en occuper de l'agriculture. On va leur ramener tout ce qu'ils doivent manger près de chez eux. C'est ça, vous avez compris. N'oubliez pas, c'est les points à court terme. Les villes de 15 minutes. Pour éviter la désinformation. C'est drôle, ici, on me parle du changement climatique. Quand on va sur le site, on ne se gêne pas pour dire l'ensemble des réunions, des orateurs et des allocutions, quels sont les sujets et les choses importantes de 2021 à 2030. Sur le site, c'est clair, clair, clair. Ils ne s'en cachent pas. Mais ça fait que c'est pas ce qu'on entend. C'est clair, je continue. Désinformation. Pourquoi ville de 15 minutes? Parce que lorsque vous vous éloignez de chez vous, vous avez une chance de rencontrer quelqu'un qui ne voit pas la chose de la même façon que vous. Parce que si vous êtes dans une ville, je sais pas, moi, on prend comme exemple encore Montréal, et que vous sortez plus que 15 minutes, veut dire que, comme par hasard, vous allez à Terrebonne ou à Gatineau. Peu importe. C'est pas tout à fait la même chose que la personne pense. Il ne pense pas la même chose que vous. Il ne faut pas qu'il y ait de distribution de désinformation. Vous devez comprendre que ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Vous n'avez pas à discuter avec les gens à l'extérieur de ceux qui sont autour de 15 minutes de chez vous, de façon à ce que tout le monde pense pareil. Et enfin, le but des 3 points à court terme, c'est d'enlever le fait que les jeunes aujourd'hui sont désillusionnés de leur futur. Il faut qu'ils arrêtent de penser comme ça. Il faut que les jeunes soient conscients qu'ils sont heureux, qu'ils sont très, 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 très bien dans leur environnement. 15 minutes. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Ils n'ont pas besoin de posséder quoi que ce soit. On s'occupe d'eux. C'est là que je me suis dit, la ville de 15 minutes, c'est pas quelque chose à court terme. C'est quelque chose en prévision de formater la population, spécialement les jeunes, qui ont moins d'expérience. Je ne ferai pas de cours à personne là, en psychologie ou en philosophie, là. Mais je pense que ça prend un certain âge, une certaine expérience de vie, travail, études, de façon à être capable de penser et d'évaluer ce qui se passe. Le but est de faire en sorte que les jeunes cessent de penser qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut faire en sorte, dans les villes de 15 minutes, dans le fait qu'on prend le contrôle, que les jeunes sont heureux, que la nouvelle génération et les nouvelles générations sont heureuses dans ce qu'ils vivent. À moyen terme, c'est sur le site, vous pouvez aller vérifier tout ce que je dis là, et en plus, ils en ajoutent du texte de façon à ce que vous compreniez très bien que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Il ne faut pas que vous voyiez que l'éclatement de vos actifs, c'est-à-dire la perte de votre pouvoir d'achat, il ne faut pas que vous le voyiez de façon négative. Une fois que vous allez être capable de circuler à l'intérieur de 15 minutes de chez vous, vous allez comprendre et vous allez savoir où est-ce que vous pouvez acheter les choses moins chères. C'est pour ça qu'on crée ça. À moyen terme. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que des commerces s'établissent dans différents endroits, ce qu'on appelle ici à Montréal des arrondissements, pour que chaque
arrondissements. Il y a 19 arrondissements à Montréal, c'est un bel exemple, que chaque arrondissement offre l'ensemble de tous les services. Chaque arrondissement est possible de circuler en 15 minutes. L'autre raison, c'est pour être capable de ne pas perdre le contrôle des pannes informatiques ou électriques. C'est beaucoup plus facile quand on est tout le monde à la même place, et là, on coupe l'électricité, de dire « faites-vous-en pas, on a le contrôle, on le sait ce qui se passe dans votre arrondissement ». Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent lors de la pandémie. Je veux juste donner un exemple de... C'est pas fin ce que je dis là, puis j'essaie de garder mon calme, si vous le saviez. Quand on décide de prendre le contrôle, on décide de gérer ça par les couleurs. On est très, très, très docile. Ça s'est fait ici, ça s'est fait en France, ça s'est fait au Royaume-Uni, dans différents pays, ce que j'appelle occidental. Ils ont décidé d'énumérer les couleurs. Et là, ils ont décidé à Montréal, pour en revenir à Montréal, que Montréal-Nord n'était plus vert, était rendu jaune-orange. L'arrondissement était rendu jaune-orange, donc ça allait avec des pénalités. Ils ne devaient pas sortir de chez eux. Je parle lors de la pandémie. Et à un moment donné, ça a été le plateau Mont-Royal. Ah, lui, il a tombé rouge. Parce que là, les gens ne devaient pas sortir plus loin de 15 minutes de chez eux. Restez là, pour pas que la pandémie... grandir, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. À un moment donné, on a mis ça quasiment à grandeur de la Beauce. Toute la Beauce était devenue rouge quand ça n'a pas été le Saguenay. Mais là, je pense qu'on faisait juste la rotation des tests pour voir est-ce que tout le monde est docile. Je vous confirme qu'au Québec, on est un paquet de personnes dociles. Mais faites-vous-en pas, il n'y a pas seulement qu'au Québec, au Canada et dans différents pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne, je ne veux pas toutes les nommer. Il ne faut pas paniquer parce qu'il y a une instabilité dans les prix. Et les villes de 15 minutes et le Forum mondial vont tenter de contrôler ça de façon à ce qu'il n'y ait de moins en moins de changements de prix dans votre quartier, dans votre situation de 15 minutes. Je ne sais pas si vous comprenez qu'à date, je n'ai pas dit trop le mot changement climatique. Je pense qu'on parle pas mal de contrôle. À long terme, évidemment, si jamais il arrivait un conflit mondial, il est plus facile de contrôler différents arrondissements, différentes sections d'une ville, différentes sections d'une province. Parce que là, dans le long terme, on parle même de prévoir qu'il peut y avoir des attaques par l'entremise d'armes de destruction massive. Ça va loin, là. L'effondrement des États. Là, on parle à long terme. Là, on s'approche du 2030, mais je pense que 2030, personne... il commence déjà à parler de 2050, parce qu'on est en 2023, puis c'est déjà difficile à faire comprendre le début. Ça passe moins bien. Imaginez le long terme. L'effondrement des États, pour être certain qu'on puisse contrôler puis que tout va bien, c'est plus facile quand on connaît des sections. Et éviter les avancées technologiques négatives. Ça, c'est tout simplement que les gens puissent communiquer trop facilement par l'entremise de médias sociaux. Il faut prendre le contrôle. Il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas s'exprimer, qui ne sont pas tout à fait d'accord tout le temps avec ce qu'on dit. Donc, il faut prendre le contrôle. Là, c'est la seule place où on me parle de contrôle. J'ai pas vu à aucun endroit changement climatique. Les villes 15 minutes, la seule place... Et c'est pas Valérie Plante qui l'a dit, elle, c'est drôle. Quand elle parle, là, elle parle des baleines dans la mer, tout va bien. Et là, on parle des villes de 15 minutes. Khan, lui, a dit que dans sa ville ou dans la région du Royaume-Uni, là, près de Londres, il a même vu, et ça faisait 400 ans qu'il n'avait pas vu ça, un castor dans la ville. Il semble très, très, très content. Il a fait une déclaration là-dessus et que c'était dans le cadre de le Green New Deal. C'est très bien qu'on voit un castor à Londres. Ça démontre que le climat s'améliore, que la température est bien
Et c'est pour ça qu'on va faire en sorte que les gens n'ont pas à bouger beaucoup de chez eux. Essayez de comprendre ce que je dis là, parce que j'ai de la misère à comprendre moi-même ce que je suis en train de vous dire, là. Mais c'est ça qui va faire en sorte que tout va bien aller sur la planète. Les gens n'ont pas à aller plus loin que 15 minutes de chez eux. Je vais terminer avec mon opinion, et c'est peut-être pas celle que vous prévoyez. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui travaillent, je comprends qu'il y a des familles qui travaillent, les jeunes sont à l'école, la petite fille apprend des cours de patin à glace l'hiver, le petit gars, il va jouer au soccer, au baseball l'été, au hockey l'hiver. Je comprends que les familles sont occupées, je comprends que les gens n'ont pas tout à fait le temps de voir ce qui se passe et d'écouter les nouvelles, ou quand ils les écoutent, bien, ils se font rentrer dans le crâne constamment. On s'occupe de vous. Ça va bien aller. Et là, on vit actuellement, parce que ce qui est en train d'arriver a été créé par ces mêmes personnes-là. C'est difficile sur YouTube d'en parler, mais on peut y aller un peu délicatement désormais. Avant, on ne pouvait même pas dire que le virus provenait d'un laboratoire. On ne pouvait même pas dire que ça se peut que ça ne devienne pas d'une chauve-souris. Vous vous rappelez, au début, c'était un pangolin, peut-être une chauve-souris. Bon. On pouvait même plus. Maintenant, on peut, parce que dans différents pays, il y a énormément de gouvernements qui demandent au président de Pfizer ou la haute direction de Moderna ou de différents présidents de compagnies de pharmaceutiques de venir s'exprimer et d'expliquer le pourquoi il n'y a aucun contrat qui est devenu public. Pourquoi les pharmaceutiques ont exigé que tous les pays signent si jamais il y a une maladie, des mortalités, des faiblesses dans le corps humain à cause du vaccin, nous ne sommes pas responsables. C'est la faute du gouvernement. Et tous les gouvernements ont signé ça. Là, il y a des gouvernements qui commencent à marcher à reculons, là, puis qui commencent à dire « whoop, 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 whoop ». J'ai déjà dit qu'on est en train de vivre une période de grands changements. Pas celle que les mondialistes pensent. Je pense justement, il va y avoir peut-être une pause, là, pour ne pas aller trop loin. Il va peut-être avoir une pause de 20 ans. Je pense que le système est là pour avancer. Plus tard, il y a une génération qui va se faire avoir dans le mouvement. Mais là, pour les 20 prochaines années, j'ai l'impression qu'il vient d'avoir un blocage, il y a un changement majeur. Les médias n'ont plus la puissance qu'ils avaient. Ce que je parle, c'est les médias traditionnels. À preuve, ils ont tenté de démolir Mme Smith en Alberta, qui a gagné, il y a quelques jours, ses élections au gouvernement majoritaire en Alberta, en disant ouvertement, c'est pas vrai que le Canada va venir nous dire quoi faire. Ils ont passé une loi. Si ça va à l'encontre de la province de l'Alberta, on n'écoute pas Justin Trudeau. On n'écoute pas les mondialistes. Ce n'est pas juste ici, là. Je donne l'exemple parce que ça vient d'arriver là, en Alberta. Pas juste ici. En Hongrie, s'il y en a qui veulent suivre un petit peu ce qui se passe mondialement, même le Danemark, reconnu comme étant et très associé aux villes de 15 minutes, là, la population attend juste ça, les élections. Même en Italie, Mme Giorgia Meloni, en Italie, qui même elle, je pense que, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, elle, pour faire une parenthèse, elle est venue ici, elle a allée à Hiroshima pour le G7, elle a rencontré les différentes personnalités qui étaient là, dont Justin Trudeau. Je pense que ça paraissait qu'elle, la seule chose pourquoi actuellement elle est grande défendresse de l'Ukraine, grande défendresse de l'OTAN, elle attend de l'argent de l'Union européenne. J'avais déjà dit qu'elle attendait 100 milliards. Il y en a qui m'ont répondu, j'ai dit, ben, c'est pas 100 milliards, c'est entre 250 et 300 milliards qu'elle va recevoir de l'Union européenne. Je pense qu'elle ne peut pas trop se permettre de parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que même l'Italie, là, je vous le dis tout de suite, là, je pense que les mondialistes, il y a différents pays qui sont en train de tomber en élection et je suis obligé d'utiliser le mot gauche et extrême gauche. Là. Je pense que la période achève. Les mondialistes, ceux qui veulent le contrôle, ce que j'appelle, moi, l'élite.
l'élite. Je veux pas être insultant pour personne, mais quand c'est rendu que c'est des vedettes d'Hollywood que tout le monde aime, puis quand les vedettes d'Hollywood, ils disent quelque chose, puis qu'ils sont du côté des mondialistes, évidemment. Les vedettes d'Hollywood sont déconnectées, si vous voulez mon opinion. Là. La totale, là, totale déconnectée. Fait qu'eux autres, c'est facile de dire « Oh, oui, oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. » En tout cas, quand c'est rendu que c'est ça qu'on écoute, là, on peut bien avoir une société totalement mélangée. Quand ici, au Canada, au Québec, sans insulte encore avec les artistes, quand c'est les artistes qui sont en train de dire à la population « Faites ça, faites ça », ils disent ça parce qu'ils sont connus, là, ils font partie d'une certaine élite, là, des vedettes de télévision. Et on est mal pris en maudit, là. On est mal pris. Et c'est eux qui vont être mal pris, ça ne sera pas long. Je répète, on s'en va vers un domino. J'ai l'impression qu'on a déjà frappé le premier qui est tombé sur le deuxième. Le deuxième, il vient de tomber ici au Canada. Et je vous le dis, elle s'appelle Danielle Smith. Je pense qu'il y a des gens qui vont réaliser qu'ici au Canada, il se passe quelque chose. Si le Québec n'est pas capable de se réveiller, puis si le Québec est en train de dire on va faire revenir Michael Sabia de l'Ontario pour venir gérer l'argent du Québec, ou la deuxième plus grosse vache à lait du Québec, ce qu'on appelle Hydro-Québec, il faut être un petit peu tata. Je voulais finir du côté positif. Je rencontre beaucoup de gens à Montréal. Je fais le tour de Montréal pour des raisons que certains connaissent. Je me suis inscrit. Fait que s'il y en a qui veulent venir avec moi, je me suis inscrit, je vais aller faire le tour de l'île. Le tour de l'île qui va avoir lieu le 4 juin. En vélo. En vélo. Hey, moi j'ai 2 vélos. Un à moi, un pour la visite. Puis là, j'ai tout préparé mon vélo. Fait que s'il y en a qui veulent me voir, moi je vais partir, je fais le grand tour. Là, je vais aller jusqu'au boulevard Gouin. C'est le 4. Moi, je vais être à peu près au parc Maisonneuve, alentour de... Je vais partir entre 9h30 9h45 AM. Fait que s'il y en a qui veulent me rencontrer, ça va être facile. Je vais avoir un chapeau. Je pense que je vais être assez facile. Et ça va me faire plaisir de jaser avec tout le monde. Merci d'avoir écouté l'émission. La semaine prochaine, je vais finalement la faire. Ça fait 3 semaines que je dis qu'on va faire une émission spéciale sur Montréal, ce qui est en train de se passer, la dette, justement, la STM. Le rapport de la vérificatrice générale qui est sorti, ça fait 3 semaines. J'espère que la semaine prochaine, il n'y arrivera pas quelque chose de spécial, là, et que je vais faire l'émission, finalement, sur Montréal. Merci, salut. Pfiou.